commun. Bien, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous. Donc, remercier évidemment les organisateurs de la manifestation. Bon, dire à Monsieur Poteau qu'il a mis la barre assez haut. Enfin, Poteau a mis la barre, donc ça s'est fait. Mais on va essayer de prolonger tout ce qu'il a dit et puis de rediscuter ou de revisiter un petit peu cette question de l'assistance vidéo. Bon, je retrouve, c'est ce que je disais, je retrouve Michel Vautreau après 35 ans parce que il a fait, il y a 35 ans, une intervention dans le séminaire de rentrée des arbitres de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais et j'étais arbitre à l'époque et donc voilà, on se retrouve après toutes ces années et je t'ai reconnu. Alors, j'ai rapidement interrompu ma carrière d'arbitre. Je pense que je suis meilleur historien qu'arbitre. Paul a dit deux mots sur d'autres formes d'engagement, alors qui peuvent expliquer peut-être pas la légitimité qui est la mienne, mais en tout cas l'expérience que j'ai acquise sur les terrains de football pendant une vingtaine d'années. Donc, puisqu'il y a des gens qui sont acteurs du foot, président de la commission d'appel juridique et disciplinaire de la Ligue du Nord-Pas-de-Calais pendant 12 ans, et puis délégué de la Ligue de football professionnel depuis 15 ans, délégué de l'UEFA depuis 2015. La semaine prochaine, je m'en vais au Pays de Galles pour un U21 des familles, Pays de Galles-Gibraltar, et cette année... je suis venu ici au Stade Bonal pour Sochaux-Guingamp. Et puis les deux matchs de la saison qui m'ont causé un peu de soucis, c'était, ça va peut-être vous mettre quelques images en mémoire, Marseille-PSG et le derby corse, ACA Bastia, où effectivement là le contexte politique a rendu les choses un peu compliquées. Bon, passons là-dessus. Alors, si j'ai bien compris la commande, il s'agit effectivement d'évoquer à gros traits, parce que le temps est contraint, quelques aspects prospectifs, ou en tout cas sur les enjeux de ce que pourrait être l'arbitrage sinon du troisième millénaire, en tout cas celui des 10 ou 15 prochaines années. Moi, je rejoins complètement ce qu'a dit Paul dans son propos introductif. C'est vrai qu'en histoire, on a tendance à essayer d'identifier des périodes de continuité et rupture. Il y a une vraie rupture dans les années 90 également, s'agissant du football, mais s'agissant de l'arbitrage. C'est peut-être autour de ces années 90 que je vais développer 2 points ou 3 points principaux. La question de la professionnalisation des arbitres. Alors c'est vrai que pas le temps de faire un couplet historiographique et méthodologique, mais on a toujours tendance à observer l'arbitrage par le haut, c'est-à-dire par l'arbitrage de l'entrée par l'élite, parce que c'est plus facile. On pourra peut-être évoquer également les questions qui se posent pour le monde de l'arbitrage au niveau amateur. Donc la professionnalisation, un premier focus là-dessus. Un deuxième sur la technologisation de l'arbitrage, et on va revenir effectivement sur... la GLT et la VAR, mais là, je parle sous le contrôle éminent de Michel. Et puis un troisième point qui me permettra de prolonger les propos d'Audrey, alors qui a oublié de dire qu'elle avait été élue maître de conférence à l'université de Rouen la semaine dernière, ce qui est quand même complètement remarquable, et je l'en félicite, puisque j'étais dans le comité de sélection. Donc, revenir sur la féminisation de l'arbitrage d'élite. Alors, sur la professionnalisation, vite fait, effectivement, elle devient... un enjeu à partir des années 80, après 2 périodes particulières qu'on observe sur la longue durée. Alors moi j'ai découpé ça dans le petit livre auquel vous avez fait allusion. Un premier temps qui irait de la fin du 19e jusqu'aux années 50, qui est ce que j'ai appelé, de manière un peu ramassée, le temps des magistrats sportifs. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'arbitre, dans ces années-là, premier XXe siècle, c'est une figure d'autorité dont la légitimité et l'autorité ne sont pas nécessairement contestées. Il veille à la stricte application des lois du jeu, mais pour le dire de manière un peu humoristique, la psychologie, le sens du discernement, le dialogue avec les joueurs et les qualités physiques ne sont pas ses qualités premières. Alors je rebondis sur ce qu'a dit tout à l'heure Paul, qui est très vrai. Il n'y a pas d'âge d'or du football.
du football, pardon, il n'y a pas d'âge d'or de l'arbitrage non plus. S'imaginer que aujourd'hui les temps sont plus compliqués qu'ils ne l'étaient il y a 20, 30, 50, voire un siècle, c'est une lecture un peu raccourcie de l'histoire. Quand on regarde les comptes rendus des rencontres dans les années 20, dans les années 30, même avant-guerre, on se rend compte que les arbitres leurs décisions sont contestées et on a déjà des difficultés, ça c'est tout à fait frappant, à les recruter, c'est-à-dire les PV de l'USFSA et de la commission arbitrage de l'USFSA sont éclairants. Deuxième temps, celui des directeurs de jeu. Alors c'est un temps que Michel Vautreau a un peu connu, en gros des années 50 aux années 80, et ces 30 années sont des années de profonde mutation de l'arbitrage de haut niveau en division 1 et en division 2, sur, j'allais dire, deux points principaux. Alors évidemment, Michel Vautreau va s'en défendre, mais la condition physique des arbitres s'améliore et ils sont beaucoup plus aguerris physiquement. Leur formation initiale s'améliore aussi d'un point de vue quantitatif et qualitatif. Il y a davantage de stages, de rassemblements, il y a des processus d'évaluation par les pairs qui se mettent en place et qui existent encore aujourd'hui. Et les qualités relationnelles qui jusqu'à présent étaient secondaires ou pas nécessaires parce qu'on ne discutait pas la décision des arbitres, eh bien elles deviennent importantes, sinon indispensables pour rejoindre l'élite internationale. Bon, vous avez à ma droite l'exemple archétypal, j'allais dire, d'un arbitre qui concilie l'humanisme et la rationalité, mais je fais écho aux travaux d'Alexandre Joly. Et on parlait tout à l'heure du règne de la télévision à juste titre. C'est à partir de ces années que certains arbitres, au regard de leur trajectoire sportive, de leur personnalité, deviennent des figures médiatiques. En France, il y en a deux. Il y en a un qui est à côté de moi. Il y en a un autre que vous connaissez, c'est Robert Wurtz. Alors, deux personnalités et deux styles d'arbitrage différents, mais qui vont rendre l'arbitre beaucoup plus visible médiatiquement et entamer, ou en tout cas entraîner, j'allais dire, un passage vers le professionnalisme, à cause, ou grâce, c'est selon, de la multiplication des contraintes. Multiplication du nombre de rencontres, multiplication des déplacements, des séances d'entraînement qui montrent très très rapidement les limites d'un statut amateur, y compris pour les arbitres de haut niveau. Et le passage au professionnalisme, il est, alors je vais très très vite, hein, je m'en excuse, mais il est inéluctable et il sera effectivement porté par le syndicat des arbitres du football d'élite qui, j'allais dire, devient le porte-drapeau d'une professionnalisation des arbitres de l'élite, donc qui va se traduire par une augmentation substantielle des niveaux de rémunération, à rapprocher, Paul l'a dit, de l'explosion vertigineuse des droits de retransmission télévisés, et puis de l'inflation complètement indécente des salaires des joueurs. À cette époque-là, donc fin des années 80, début des années 90, concilier arbitrage d'élite et activité salariée annexe est très difficile, sinon impossible, d'autant que les arbitres sont soumis à, alors je pense qu'on passe d'une émulation à une sorte de concurrence un peu exacerbée, c'est-à-dire que ce que les clubs connaissent aujourd'hui, c'est-à-dire les affres de la relégation, les espérances de la montée en division supérieure, eh bien, crée chez les arbitres une situation de concurrence qui n'est pas nécessairement saine. Deuxième point rapide, la technologisation ou la scientifisation. Alors l'assistance à l'arbitrage, Maître Poteau en a parlé, donc je vais être assez rapide là-dessus. Je voudrais dire deux choses qui vont sans doute être un peu provocatrices. C'est que contrairement au sens commun, mais les historiens se défient comme de la peste du sens commun, les arbitres français sont bons. Et ils sont même très bons. Alors, on aura l'occasion d'en discuter, si vous voulez, des éléments de preuve. Ça, c'est le premier point que je voulais avancer. Et le second, c'est que, mais ça renvoie au statut de l'erreur, parce que je pense qu'il y a des choses à dire là-dessus, ils ont le droit de se tromper.
Ils ont le droit de se tromper, et quand ils se trompent, ils sont extrêmement malheureux, et j'allais dire, ils se trompent en toute bonne foi. Ça, c'est quelque chose aussi qui me paraissait important de dire au départ. Alors, je ne reviens pas sur ce qu'on a dit s'agissant non pas de l'arbitrage vidéo, mais de l'assistance vidéo, et la nuance entre les termes est extrêmement importante. Je ne reviens pas sur ce qui a été évoqué à propos du hockey sur glace, du tennis, du rugby, du volley, de la gymnastique, etc. Sauf que, on n'a pas le temps de le faire ici, mais il faut faire attention de ne pas comparer des sports dont les règles et les modes d'engagement sont extrêmement différents. Et c'est pour ça que vouloir plaquer, j'allais dire, des systèmes de recours à la vidéo qui existent dans telle activité sur le football me paraît, alors non pas impossible, mais en tout cas doit faire l'objet d'une réflexion extrêmement étayée. Qu'est-ce qui explique que les décisions des arbitres sur les rencontres de Ligue 1 moins en Ligue 2, fassent l'objet de commentaires et de discussions de café du commerce? Paul l'a dit, c'est la surexposition médiatique du football professionnel. Voilà, c'est pourquoi on en parle autant, pourquoi on en parle beaucoup, pourquoi on dit n'importe quoi, et le n'importe quoi, je l'adresse amicalement aux présidents de club, aux entraîneurs, aux joueurs, aux journalistes que j'ai la chance de côtoyer chaque week-end, tout simplement parce que on est, moi j'avais dit dans un papier récent, il y a 70 millions d'entraîneurs en France, il y a 70 millions d'arbitres. Chacun s'estime légitime pour avoir un point de vue sur une situation, alors que, j'allais dire, on ne connaît pas nécessairement les lois du jeu et puis surtout les critères d'utilisation qui de la GLT et qui de la VAR. Et je rappelle simplement, moi je ne remonte pas aussi loin que Maître Poteau dans les années 60, mais le processus, les dispositifs, j'allais dire, d'aide à la décision existent en gros depuis la fin des années 80. Et c'est bien quelque chose de progressif, la présence d'un quatrième arbitre. Alors quand je dis disposition, ça peut être des moyens humains, un quatrième arbitre, on a vu l'expérimentation des arbitres additionnels, les drapeaux électroniques, le système de communication du quatuor. Alors faut-il rendre audibles les conversations lors des rencontres? Bon, là je suis obligé d'observer un droit de réserve, parce que si je vous racontais tout ce que j'entends sur les terrains de Ligue 1 et de Ligue 2, vous seriez édifiés. Donc, je veux dire, la technologisation n'est pas quelque chose de nouveau. C'est Paul qui parlait de la querelle des anciens et des modernes. Il faut juste remettre cette question-là dans un contexte qui est d'abord de comprendre que le match de football repose sur un principe, alors là qui est originel et historique, c'est celui de l'aléa. Celui de l'aléa, c'est-à-dire, bon, je ne vais pas vous embêter avec la classification de Caillois, mais c'est le principe d'incertitude du résultat. Et l'arbitre est un acteur qui participe de ce processus d'incertitude du résultat. Ce n'est pas toujours les Allemands qui gagnent dans les années 50, ce n'est pas toujours le PSG qui gagne aujourd'hui, et ça, c'est tant mieux. Alors, et donc, prétendre réduire ou supprimer ce principe d'incertitude, c'est remettre en question l'essence même du jeu et l'essence même du football. C'est bien pour ça que moi je suis toujours embêté, mais là Michel va compléter et préciser le sens de mes propos. Moi je suis toujours embêté quand on parle de faute d'arbitrage ou quand on parle d'erreur d'arbitrage. C'est pas de ça dont il s'agit. Il s'agit d'une erreur dans l'interprétation des lois du jeu à un moment donné dans une situation particulière. Je rappelle que pour les arbitres de l'élite, ce qu'on leur demande, c'est de veiller à la fluidité du jeu. Et donc, ils sont, j'allais dire, contraints à un exercice extrêmement compliqué, c'est celui d'interpréter l'intentionnalité d'une action, répréhensible ou non, dans une prise de décision qui doit être instantanée. Amusez-vous, devenez arbitre, do it yourself. Ce que je veux dire par là en rigolant, c'est que c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. Donc, il faut comprendre ça si on veut porter
un jugement qui soit un jugement un petit peu éclairé sur les dispositifs qui sont mis à la disposition des arbitres. GLT, j'en parle pas. Nicolas, tout à l'heure, me disait, mais est-ce que la GLT existe encore sur les matchs de foot pro? Bah, la réponse est oui, mais on n'en parle plus parce que, mis à part les quelques dysfonctionnements qu'on a observés au moment de la mise en place du procédé, aujourd'hui, le système OCAI fonctionne relativement bien, à tel point que, j'allais dire, on n'en entend plus parler, puisque là, il s'agit d'une opération binaire. Le ballon a entièrement franchi la ligne de but, entre les poteaux, maître, et oui ou non, c'est quelque chose de binaire. Et il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de possibilité d'interprétation. La VAR, c'est autre chose. On a évoqué les quatre cas. Quelqu'un dans la salle qui était un arbitre, et il a raison, a évoqué le périmètre d'intervention des assistants VAR, donc seule erreur claire et manifeste, d'accord, mais qui doivent intervenir pendant la phase de jeu ayant conduit à l'incident ou à la situation incriminée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est extrêmement compliqué de comprendre les mécanismes qui font que les arbitres vont être sollicités par les assistants, vont aller ou non se déplacer pour aller consulter l'écran vidéo, etc., etc. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail, je pourrais vous donner des dizaines et des dizaines d'exemples. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut, je vais dire, quand on fait de l'histoire et puis quand on fait des sciences sociales, se méfier des interprétations abusives et des jugements à l'emporte-pièce. Ce qui est en jeu ici, et je termine avant quelques mots sur la féminisation, c'est en fait la place du statut de l'erreur dans les sociétés contemporaines, transposée dans le domaine du football. Paul, très justement, moi j'ai fait mon HDR là-dessus, a parlé des violences et des incivilités, et ce sentiment qui fait qu'elles sont aujourd'hui insupportables. L'erreur aujourd'hui est insupportable. Alors pour des raisons que les sociologues sont bien plus à même que moi que de définir, pardon. Et ce statut de l'erreur, il est encore plus et davantage discuté dès lors que cette erreur est commise ou attribuée à ce qu'on appelle les porteurs d'autorité, les policiers, les magistrats, les enseignants, les arbitres. On est dans ce contexte-là, et je termine ce point sur un paradoxe. Alors après, celui-là n'engage que moi, c'est que la GLT et la VAR rendent les décisions arbitrales plus visibles, c'est-à-dire qu'on voit le process. On est même en capacité de l'entendre avec les enregistrements a posteriori. On voit l'arbitre se déplacer, on le voit dialoguer avec les joueurs et les assistants. Paradoxalement, et ça renvoie à ce que l'intervenant précédent disait, elles les rendent moins lisibles au sens où elles ne sont pas nécessairement comprises par les acteurs de la rencontre, qui les discutent, les journalistes qui les commentent, voire, petite pierre dans le jardin de la DTA, les anciens arbitres qui sont devenus consultants et qui prennent un malin plaisir à dénoncer les erreurs de leurs confrères. Ça, c'est pour Bruno Derrien. Alors, dernier point sur la féminisation de l'arbitrage, pour revenir sur ce que Audrey disait. C'est un processus qui concerne également l'arbitrage, amateur et professionnel dans une moindre mesure, mais qui montre aussi combien le processus de féminisation de certains sports et de certaines activités exercées demeure complexe. J'ai pas le temps là non plus de développer. Le football demeure, pour reprendre une expression de sociologue, l'un des derniers bastions de la masculinité. Il est aussi, et là c'est le délégué qui parle, un lieu d'expression de la virilité masculine et d'attitudes et de propos qui sont extrêmement machistes. Là aussi, on pourrait en raconter. Et ça explique que la place des femmes dans l'arbitrage de haut niveau et dans l'arbitrage amateur, eh bien, demeure portion congrue, en dépit des efforts pionniers d'un Michel Vautreau. On en parlera. Pour rebondir sur ce que disait le président de votre ligue, les chiffres s'agissant du nombre d'arbitres féminines, ils sont quand même un peu limités. 700 femmes arbitres officielles sur 27 000 arbitres. Bon, moi j'ai pas fait de bac scientifique, donc vous calculerez le pourcentage. 33 arbitres fédérales sur 250 arbitres fédéraux. Et s'agissant des jeunes arbitres de la fédération, les JAF comme on les appelle, 2 filles
pour 80, je crois, arbitres JAF. Donc c'est dire combien les trajectoires des pionnières ou d'une Stéphanie Frappart eh bien, témoignent ou relèvent de parcours atypiques. Le plan de développement de l'arbitrage féminin mis en œuvre par la Fédération depuis janvier 2019, j'allais dire la montagne a accouché d'une souris. Stéphanie Frappart, alors qui est, je la connais bien pour avoir fait des rencontres avec elle, des matchs un peu compliqués, c'est une excellente arbitre, mais c'est un peu l'arbre qui cache une forêt qui de toute façon n'existe pas. Derrière Stéphanie Frappart, il n'y a personne. Il n'y a personne. Manuela Nicolosi, elle est assistante, elle est en Ligue 2. Est-ce que, j'allais dire, on a une volonté réelle de la DTA de promouvoir l'arbitrage féminin? Alors quand je dis promouvoir l'arbitrage féminin, permettre à des femmes arbitres d'arbitrer des compétitions masculines. Le choix de la DTA, c'est finalement de dire et de revenir, alors là, carrément aux années 50-60, c'est-à-dire que les femmes vont arbitrer des rencontres de filles, la D1 Arkema, et puis si jamais on peut, j'allais dire, avoir une figure de proue pour reprendre l'expression d'Audrey, ou une tête de gondole pour mettre, j'allais dire, en évidence un côté marketing, eh bien on va utiliser effectivement une Stéphanie Frappart dont le palmarès rivalise avec celui de ses homologues masculins quand elle ne le dépasse pas. Je reprends la jolie formule d'un article du Monde qui en janvier 2021, parlait de Stéphanie Frappart, unique en son genre. L'expression, elle est magnifique et elle traduit bien ce caractère effectivement complètement singulier de la trajectoire de Stéphanie. Voilà, j'en ai terminé sur les trois enjeux. Je ne vais pas faire de conclusion pour ne pas empiéter le temps, mais on pourra revenir évidemment dans la discussion et les échanges sur tel ou tel point, et je laisse la parole à Monsieur Vautreau.